Bonjour, je suis Augustin Leclerc, interne en 6e semestre en radiologie, et je vais vous faire la deuxième conférence de radiologie pour les D2. Donc encore une fois, on reprend la base pour ensuite aller un peu plus loin. Là, cette conférence elle sera plus axée sur l'échographie d'abord, sur le plan de réponse typique qu'on peut donner à une question de type internat justement, et ensuite à certaines indications et non-indications d'examen complémentaires qui sont très à la mode actuellement. Donc on va commencer déjà avec l'échographie, puisque l'échographie c'est pas toujours très bien compris par les étudiants. Et notamment le principe de la formation des images n'est pas toujours compris. Donc je vous rappelle que vous avez le patient qui est souvent assis ou allongé à côté de vous, le radiologue a la sonde d'échographie entre les mains, une sonde qui est posée sur le patient, l'autre main, une main qui est posée sur le patient, l'autre main qui est posée sur le clavier pour faire des réglages, etc. Et en fait, la formation de l'image ne se fait pas vraiment différemment de ce qui se passe en scanner ou en IRM. Vous savez qu'en scanner, on coupe le patient en fine tranche axiale de bas en haut. En IRM, c'est le même principe, mais on peut alterner les plans. Et ensuite, en scanner et en IRM, on peut faire différents plans. Donc il y a le plan axial ou transversal qui coupe en tranches, comme ceci. Et il y a le plan sagittal qui passe vraiment par les lignes médianes et qui ensuite va sur le côté. Et il y a le plan coronal qui lui coupe le corps en tranches d'avant en arrière. Donc pour l'échographie, le principe des images c'est le même. On utilise également le terme axial, sagittal ou coronal, même si vous vous rendez bien compte que pour certaines images c'est difficile de faire du sagittal ou du coronal. Les images les plus fréquemment utilisées c'est de l'axial, et effectivement l'un des avantages de l'échographie par rapport aux deux techniques, c'est que c'est un examen qui est dynamique, donc on peut changer des plans. On peut partir sur un plan axial par exemple, et se mettre en plan oblique, ou en plan sagittal, ou même coronal. Donc c'est pour ça que parfois les images sont un peu floues, vous n'arrivez pas très bien à vous repérer. Donc là je vous ai mis par exemple sur cette image une coupe axiale d'échographie. Donc pour l'échographie, je pense que vous savez tous repérer une échographie. Vous avez la sonde qui est ici. Donc je vous rappelle que la sonde elle est posée contre la peau du patient. Donc par convention, la sonde sera toujours la peau du patient, donc le haut de l'image. Et ensuite, la profondeur sera ici. Donc plus on s'éloigne du plan de la sonde, plus on est en profondeur. Donc il y a une dimension qui est celle de la profondeur. Vous avez le transducteur, donc la sonde qui est à la peau, et ensuite on va de plus en plus profond. Donc, tout ce qui est là est superficiel et tout ce qui est là est profond. Ensuite, sur une coupe axiale stricte, vous avez comme sur une coupe axiale d'un scanner ou d'une IRM, une convention de base qui est d'inverser entre guillemets les sens. Donc ce qui est à gauche sera en fait la droite du patient, et ce qui est à droite sera en fait la gauche du patient. Donc ça ne vous pose pas trop de problème pour le scanner et l'IRM. Vous savez que cette convention elle est utilisée parce que initialement on a toujours mis les patients allongés sur les tables de scanner, et on les a fait entrer la tête en avant et les pieds en arrière. Ce qui fait qu'on avait toujours la succession de piles de coupe qui était dans le sens du patient. Donc en fait là, cette coupe scanographique, c'est comme si la tête du patient était vers l'écran et les pieds vers vous. Donc vous comprenez très bien que ceci est bien la droite du patient, ce qui est à gauche de l'image, et ceci vient à la gauche du patient, ce qui est à droite de l'image. Donc ça peut troubler un petit peu au début, mais on s'y fait assez vite, et on a décidé d'adopter cette convention pour tout IRM, scanner, échographie, etc. Donc, à l'échographie, une coupe axiale, c'est comme le scanner. Sauf que c'est pas aussi bien détaillé, et c'est zoomé, entre guillemets. C'est zoomé sur une certaine zone. Parce qu'autant avec le scanner on fait une coupe complète, autant avec l'échographie on ne peut pas faire une coupe complète. Donc on va sélectionner ce qu'on voit. Là je vous ai mis la même image, avec la même lésion sur les deux, sur l'échographie et le scanner. Donc vous voyez ici la lésion, elle est ici. Donc c'est une lésion qui est hyper échogène là, et c'est cette lésion qui correspond à ça. Voilà, donc ça vous fait un point de repère déjà. Ensuite, pour vous repérer entre les deux structures, il faut bien vous dire donc, que ça c'est la peau, avec le foie qui si on prolonge serait comme ça. Alors
Alors que sur le scanner, effectivement, le foie, on le voit quasiment complètement. Là j'ai coupé un petit peu pour être un peu plus zoomé, mais on le voit quasiment complètement. Ensuite, ce qu'on ne voit pas ici sur l'échographie, vous avez toute une zone là qui est noire, où il n'y a pas de signal. Et en fait, ça correspond typiquement à cette zone-là, qui est la zone de la vertèbre. Donc autant la vertèbre, sur le scanner on le voit très bien, puisque c'est des rayons X, donc ça va s'arrêter sur la vertèbre. Autant la vertèbre sur l'échographie, on ne la verra pas du tout, puisque l'os va créer une barrière pour les ultrasons, et en arrière, on aura ce qu'on appelle un cône d'ombre postérieur complet, avec une absence de signal qui sera en arrière de la vertèbre. Donc vous voyez que ça correspond à ça. Et ensuite, si on prolonge le raisonnement, on pourrait avoir, je vais le faire en bleu également, la rate qui est comme ceci. On devrait la voir, là ça va être un petit peu moche, mais on devrait la voir ici, vous voyez, et la peau du patient, en arrière, qui est là, on devrait finalement la voir comme ceci. Donc vous voyez vraiment, on peut superposer scanner et échographie. Donc n'ayez pas peur des images échographiques. Souvent les étudiants me disent on ne comprend rien à l'échographie, il y a plein de plans différents, on ne comprend rien. En fait c'est vraiment les mêmes plans que le scanner. Donc redites-vous toujours en quelle coupe je suis. Souvent on vous dira si c'est une coupe axiale ou c'est une coupe sagittale ou coronale. Et projeté par rapport au scanner, c'est vraiment les mêmes images. Par contre, vous voyez très bien, tout de suite, là, la différence entre les deux, c'est que au niveau du foie par exemple, le contraste qu'on a dans l'organe est bien meilleur que ce qu'on a sur le scanner. Vous voyez sur le scanner, tout est à peu près gris, alors que là, on distingue très bien les vaisseaux, le parenchyme hépatique, etc. Donc l'échographie, c'est une très bonne technique pour tout ce qui est exploration d'un organe précis. C'est un peu comme l'IRM, c'est un peu le même domaine d'action, avec des champs différents bien sûr. Les IRM, on commence à faire des IRM corps entier, mais c'est dans certaines indications très précises. Souvent l'IRM, on fait une IRM d'une région particulière. Une IRM du cerveau, une IRM du foie, une IRM du pancréas, etc. L'échographie, c'est à peu près pareil. On va explorer une zone donnée, par exemple l'abdomen, ou le cœur, ou des articulations, etc. Alors que le scanner va avoir plus une vision globale, on va plus facilement faire des bilans du corps entier avec le scanner, qui va être meilleur en résolution, donc les détails, mais qui va être moins bon encore une fois en contraste. Et le contraste, c'est souvent ce qui permet de faire le diagnostic des différentes choses. Donc, l'échographie, je vous ai mis en haut de la diapositive, on est là en mode B. Le mode B, c'est le mode gris en fait, c'est le mode noir et blanc global. C'est ce qu'on appelle le bidimensionnel. Donc on est en 2D, et on est sur des variances de gris et de blanc et de noir, comme sur le scanner, comme sur la radiographie. Pour tout ce qui est coupe axiale, donc on a vu la droite est à gauche, la gauche est à droite. La profondeur, elle est en bas et la superficie est en haut. Pour ce qui est coupe transversale, c'est l'autre type de coupe qu'on va utiliser, donc comme ceci. Là par convention également, on met toujours le haut à la gauche de l'image. Donc le haut de l'image sera toujours à gauche, le bas sera toujours à droite. Et par contre, ça ne changera pas, la surface sera toujours au niveau de la sonde et la profondeur en bas de l'image. Ça ne changera pas. Vous pouvez dès maintenant noter le motif de la sonde qui est biconcave, qui est comme ceci, qui est concave, et qui est typiquement une sonde abdominale, donc qui va faire un champ d'action comme ça. Ça permet de visualiser les organes profonds, notamment l'abdomen, le rein, le foie, etc. On va installer à différents types de sondes. Donc déjà, démystifier un petit peu l'échographie, c'est pas très compliqué, il faut juste se souvenir des conventions et savoir comment l'image est acquise. Alors évidemment, encore une fois, on peut toujours vous donner une image qui est tordue comme ça dans l'axe d'un organe, qui sera ni axiale, ni sagittale, ni coronale, et dans ce cas-là, on vous dira quel organe on regarde, et on vous dira très clairement comment interpréter. Alors, l'autre mode, c'est le mode Doppler. Donc le mode Doppler, vous le connaissez également, c'est le mode qui permet de voir les vaisseaux sanguins notamment, qui permet de voir comment est vascularisé un organe. Donc par définition également, vous voyez qu'ici on est toujours sur la superficie, ça c'est la sonde qui est ici. La profondeur, elle est toujours pareille, elle est toujours tout en bas, elle est là pour la profondeur. Et donc par convention également,
On aurait pu choisir l'inverse, mais on a choisi comme ça. Tout ce qui est rouge, donc qui est ici, va vers la sonde. Donc tout ce qui est rouge, c'est du sang qui va vers la sonde. Et tout ce qui est en bleu, au contraire, ça s'éloigne de la sonde. Voilà, donc une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que ce vaisseau-là, il va de la profondeur vers la surface, alors que l'autre vaisseau qui est ici, il va de la surface vers la profondeur. Après, tout dépend du plan de coupe qu'on utilise. Si on utilise des coupes axiales ou transversales, la signification du rouge et du bleu peut être différente, puisque ce ne sera pas forcément aller de l'intérieur, de la profondeur vers la superficie. Parfois, ça pourrait être de gauche vers la droite, etc. En tout cas, le principe est le même. Rouge, ça va vers la sonde. Bleu, ça part de la sonde. Là, vous voyez par exemple, ce gros vaisseau ici, il part de la sonde dans ce sens-là, alors que ici, vous voyez que c'est le même vaisseau, mais il va vers la sonde, pardon, ici. Vous voyez très bien que ce vaisseau n'est sans doute pas orienté de la profondeur vers la surface, mais plutôt probablement de manière oblique, ce qui explique pourquoi ce même vaisseau, lors d'une division, va donner une branche qui ira vers l'échographe et l'autre branche qui ira en profondeur, qui fuira l'échographe. Donc là encore, c'est pas très compliqué, il faut juste bien savoir se repérer sur les différents modes. Alors il y a d'autres modes qui existent, notamment des modes Doppler continu, des modes qui sont utilisés en échographie cardiaque, mais c'est des modes un peu spécialisés, on n'a pas forcément besoin de les connaître pour la pratique courante, donc on passe dessus. Alors, une question intéressante, c'est une question qu'on se pose beaucoup, quelles sont les structures derrière lesquelles on trouve un cône d'ombre postérieur? Donc, un cône d'ombre postérieur, on a vu ce que c'était. Vous savez, le principe de l'échographie, c'est le même. La sonde envoie des ultrasons qui se propagent à travers le tissu, à travers le corps humain. Des échos sont renvoyés, notamment dès qu'on a une structure, une interface entre deux structures, on a toujours des échos qui en repartent. Certains échos repartent, certains échos traversent et continuent leur chemin. On a des structures qui vont amplifier ces échos et des structures qui vont arrêter complètement ces échos. Et donc c'est les structures dont on parle actuellement. Et donc lorsque les échos sont totalement arrêtés, il n'y a plus d'image derrière. On appelle ça un cône d'ombre postérieur. L'absence d'image derrière, c'est un cône d'ombre postérieur. A l'inverse, on va le voir tout à l'heure. Si jamais on a un renforcement des ultrasons en arrière d'une structure, on appelle ça un renforcement postérieur des échos. Donc, deux mots à très bien connaître. Donc les structures derrière lesquelles on trouve un cône d'ombre postérieur, c'est finalement pas très compliqué. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la vertèbre. C'est tout ce qui est calcium et os. Donc ici. Donc on a vu tout à l'heure que la vertèbre était complètement... On ne voyait pas du tout la vertèbre, en fait, on voyait que la corticale finalement. Et dès qu'on a passé la corticale, c'était tout noir. Donc on ne voit même pas la vertèbre, on ne voit que le début de la vertèbre. Et ensuite, tout est très vite, il n'y a plus de signal, il n'y a plus d'écho. Pour le calcium, ici, vous voyez, on est sur une coupe axiale centrée sur la vésicule biliaire, ça c'est la vésicule biliaire. Et vous voyez ici, tout ça, c'est plein de petits calculs qui sont dans la vésicule biliaire, donc qui sont hyper échogènes, ils brillent, et surtout, ce qui est très important, c'est de voir ce qui se passe en arrière de ces calculs. Et vous voyez que tout ça, toute cette zone, est une zone qui est noire par rapport à la zone à côté. Et en fait, ça correspond à un cône d'ombre postérieur. Chacune de ces petites lésions qui sont remplies de calcium empêche les échos de passer, et ça donne une zone qui est sombre derrière. Voilà, j'enlève les illustrations. On voit très bien une limite très nette entre ici, entre cette zone-là qui est normalement éclairée, et cette zone-là où il n'y a que du noir, où l'on a un cône d'ombre postérieur. Donc le calcium, l'os, c'est les structures les plus fréquentes que vous rencontrerez qui peuvent donner un cône d'ombre postérieur. En échographie, c'est très important de regarder toujours ce qui se passe en arrière de la lésion, puisque je vous rappelle que les échos traversent la lésion, et la façon dont ils la traversent, c'est un élément très important pour savoir ce que c'est. Si c'est justement de l'os, si c'est de la graisse, etc. Très important. L'air également va donner un cône d'ombre postérieur, dans le sens où vous savez que si on met du gel échographique sur la sonde d'échographie avant de mettre sur le patient, c'est parce que l'air est une très mauvaise interface pour les échos. En fait, on n'arrivera pas du tout à faire transmettre les échos si jamais on a de l'air entre la sonde et le patient.
C'est le principe du sonar dans les sous-marins. Si vous mettez un sous-marin en dehors de l'eau, le sonar ne marchera pas puisque dans l'air, ça ne se propagera pas. Donc l'air, ici, je vous ai mis une structure qui est un peu compliquée. On a le sécom, ici, avec l'appendice qui arrive juste ici. Donc ça, c'était une image d'appendicite assez typique. Et l'appendice se transmet et relié au sécom qui est là. Et si vous regardez bien, en arrière de cette zone qui est de l'air, vous avez également un cône d'ombre postérieure, donc plus rien en arrière. Les autres structures qu'on peut avoir, c'est plus anecdotique, c'est le métal et les corps étrangers. Donc ça, le contexte sera particulier. C'est un patient qui va être opéré ou un patient qui aura été blessé, une balle ou autre chose, qui va provoquer un cône d'ombre postérieur. Donc très important à savoir, retenez-vous principalement calcium, os et air. C'est vraiment les trois structures qui vont vous entraîner un cône d'ombre postérieur. Alors ensuite, la question c'est comment déterminer le caractère tissulaire d'une structure. Donc ça c'est une question intéressante également, puisque très souvent, lorsqu'on voit une anomalie dans un organe, la première question à se poser c'est est-ce que c'est une tumeur par exemple. C'est très important de savoir, dans le foie si jamais on voit une anomalie, est-ce que c'est une tumeur ou est-ce que c'est autre chose. En pratique, pour savoir si une lésion est tissulaire, donc tissulaire ça veut dire que c'est potentiellement une tumeur, il faut mettre le mode Doppler. Le mode Doppler, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le mode avec les couleurs. Sauf que cette fois-ci, on ne regardera pas les vaisseaux avec ce mode Doppler, mais on regardera directement les structures. Donc là, par exemple, on était sur un parenchyme classique, et on voit plein de petites structures qui sont un peu en hypoécogènes, ici, ici, ici. Et en fait, tout ça correspond à des flux en Doppler. Vous voyez, tout ce qui est bleu, tout ce qui est rouge, c'est du flux en Doppler. Ça indique que cette structure est du tissu, donc potentiellement une tumeur. Si jamais, à l'inverse, il n'y a pas de Doppler, enfin, pas de d'écho rouge ou bleu dans une structure, ça ne veut pas nécessairement dire que ce n'est pas tissulaire. Donc c'est un élément important, mais ce n'est pas le seul. Et enfin, dernier élément de sémiologie de base de l'échographie, à bien connaître également, quel élément permet de déterminer la nature liquidienne d'une structure en échographie? Alors la majorité d'entre vous répondrait spontanément la présence d'un hyposignal de cette lésion. Et effectivement, c'est pas complètement fou puisque vous voyez ici notamment, vous voyez que cette structure qui est du liquide, c'est un kyste tout simple, est en hyposignal, même en asignal, il n'y a pas du tout de signal. Cependant, on peut avoir des liquides qui sont spontanément hyperéchogènes, notamment du sang, et qui sont quand même des liquides. Donc c'est une règle qui ne marche pas tout le temps. Vous voyez par exemple ici, ça c'était un petit angiome hépatique, c'est spontanément hyperéchogène, et pourtant c'est du sang à l'intérieur, donc c'est du liquide. Donc le caractère hypoéchogène est un élément, mais il n'est pas suffisant pour dire que c'est du liquide. Encore une fois, l'élément qui est très important, pour savoir si c'est du liquide ou pas, c'est ce qui se passe en arrière. Et là, vous voyez très bien qu'en arrière de la lésion, vous avez une limite nette entre ici, c'est une structure normale, du parenchyme normal hépatique, et ici, vous avez très clairement un renforcement postérieur des échos, toute cette zone, où vous avez comme si on avait mis un projecteur en arrière de la lésion. Et en fait, c'est le liquide, toute lésion liquidienne va entraîner un effet de loupe des échos qui vont en arrière de la lésion se renforcer et provoquer cet aspect de pseudo-éclairage en arrière de la lésion. Donc, très important à trouver. Vous voyez ici également, en arrière de l'angiome, on a également ce renforcement postérieur des échos qui signe le caractère liquidien, quand bien même la structure est spontanément hyperéchogène. Donc attention à ça. En échographie, vraiment, si vous avez compris le renforcement postérieur et le cône d'ombre postérieur, vous avez compris quasiment la majorité de ce qu'on peut voir comme lésion. Après, bien sûr, pour connaître les pathologies, les étiologies, etc., c'est toujours plus compliqué. Ça, on va laisser ça pour l'instant. On le verra les années prochaines lors de dossiers plus typiques. En tout cas, savoir reconnaître du calcium, de l'eau, une structure tissulaire, c'est déjà la base à connaître pour l'échographie, et savoir comment se repérer avec l'échographe au niveau des coupes, ça c'est très important également.
Donc les différents types de sondes utilisées et leurs applications courantes. Ça c'est aussi un petit rappel. Je vous rappelle qu'il y a plein de sondes différentes, pour plein d'usages différents. Souvent celle que vous connaissez bien, c'est cette sonde-là. Cette sonde-là, c'est une sonde tout à fait classique, c'est une sonde abdominale. Donc vous voyez que le bord ici est convexe. Donc c'est cet aspect convexe qui va donner cet aspect ici, convexe également. Vous voyez ? L'image typique va être un faisceau comme ceci. Et c'est une sonde qui est utilisée pour voir assez profond dans l'organisme, notamment les images de foie, de rate, de rein, de pancréas, etc. Et vous voyez qu'effectivement, la longueur d'exploration est assez importante, donc permet d'aller assez loin. Ici, juste pour votre culture à vous, on avait un foie qui était là, avec des contours très irréguliers. Vous voyez que les contours ne sont pas très réguliers, alors que normalement un foie est très régulier dans ses contours. Donc c'est typiquement un foie qui est un foie de cirrhose, c'est un patient cirrhotique. Et ce qui vous explique pourquoi ici en arrière, vous avez une hypoécogénicité, une lame hypoécogène, avec un renforcement postérieur, comme ceci, qui correspond à du liquide d'acide. Là encore, vous voyez, renforcement postérieur. En arrière de ce liquide, on est sûr que c'est du liquide, ça correspond à une lame d'acide, avec un renforcement postérieur des échos. Donc c'était une cirrhose décompensée avec une acide. D'autres sondes qui sont utilisées, ces sondes abdominales sont des sondes à basse fréquence. En fait, c'est l'inverse. Plus on est en basse fréquence, plus on peut aller loin dans l'organisme. Plus on est en haute fréquence, plus on va avoir des zones qui sont superficielles, et plus on va avoir des détails très concrets de superficie. Cette zone, donc, cette sonde, vous la connaissez un peu moins. C'est ce qu'on appelle une sonde plate. C'est une sonde qui est à très haute fréquence, ou à haute fréquence, et elle permet de visualiser, donc, ce que je vous disais, des éléments qui sont peu profonds, donc notamment tout ce qui est peau cutanée, tout ce qui est articulation, pour voir les tendons, les ligaments. On va utiliser volontiers cette sonde-là. Par contre, si vous demandez à cette sonde-là d'aller voir le foie, elle va être très nulle, elle va s'arrêter au niveau quasiment superficiel, donc elle ne permettra pas d'aller très loin. Par exemple ici, je vous ai remis l'image de tout à l'heure, donc c'était l'image de l'appendicite, vous vous souvenez, ça c'est l'appendice qui est là. Elle est beaucoup trop grosse, elle est augmentée de volume, avec, encore une fois, un peu de liquide autour. Vous voyez que le liquide c'est ce qui est noir ici, avec un renforcement postérieur, tout derrière. Donc là vous commencez à gérer un petit peu le liquide, renforcement postérieur. Alors que ici, nous avons le cécum qui est là, qui elle est une structure digestive, donc avec de l'air à l'intérieur, ce qui explique pourquoi ici nous avons un colombe postérieur. Et donc sur cette sonde, ce qu'on voit très bien, c'est tout ça, toute cette zone, ça c'est la zone sous-cutanée, c'est la graisse sous-cutanée. Ensuite cette zone ici, c'est le muscle, vous voyez c'est la couche musculaire, on voit même les fibres qui sont coupées en tranches. Et ici, c'est le fascia, c'est le péritoine qui borde la cavité digestive. Donc vous voyez très bien que le type d'information donné par les différentes sondes n'est pas du tout le même. Ici, on est beaucoup plus précis, alors que là, on est beaucoup plus dans l'exploration profonde et plutôt grossière des organes. Alors il y a d'autres sondes qui existent, il y a des sondes spéciales, je pense que j'ai dû mettre un lien peut-être, voilà. Il y a des sondes endocavitaires, donc les sondes endocavitaires, ça a cette forme-là. Et donc c'est utilisé pour des explorations endovaginales ou endorectales. Donc c'est une sonde qui est spécialement adaptée avec un bout rond. Et surtout, vous voyez ici l'optique de la sonde qui présente un cône à 220 degrés, ce qui permet d'avoir des images caractéristiques. Vous voyez, là l'image, elle sera comme ça, donc beaucoup plus arrondie que l'image d'une sonde abdominale par exemple. Et vous imaginez bien que ici on est dans la cavité, là c'est la sonde, et là c'est tout ce qui est autour. Donc là c'est la même logique en fait. Tout ce qui est proche de la sonde, c'est ce qui est proche de la cavité. Donc là par exemple c'était une échographie prostatique. Donc ça c'est la paroi du rectum qui est ici. Et tout ce qui s'éloigne de la sonde, comme ceci, c'est la profondeur par rapport à la sonde. Donc là, on avait la prostate, qui était comme ça, toc, et qui est collée à la sonde, puisqu'on est vraiment collé à la sonde. Donc c'est vraiment une sonde qui est aussi à réserver pour des explorations très particulières, bien sûr, et qui permet d'avoir une bien meilleure résolution et une bien meilleure exploration des organes de moins.
C'est la sonde qu'on utilise principalement en gynécologie pour voir parfaitement bien l'utérus, pour arriver à distinguer les ovaires et pour pouvoir voir s'il y a des masses ou caractériser d'autres choses qu'on voit beaucoup moins bien sur une sonde classique abdominale. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais vous avez également des sondes qui ne donnent pas d'image du tout, qui vont donner uniquement du son et un mode Doppler continu pulsé. C'est des sondes qu'on va utiliser notamment, ça va être des toutes petites sondes qui vont être utilisées pour voir les vaisseaux, notamment les vaisseaux carotidiens, savoir s'il y a des plaques d'athérome, un rétrécissement significatif ou pas. Et dans ces cas-là, l'échographe va se servir uniquement du son ou en tout cas du profil spectral pour savoir s'il y a une sténose ou pas, pour savoir s'il y a des anomalies ou pas. Je vous ai épargné tout ça, les profils spectraux, c'est un petit peu plus complexe et c'est pas vraiment du niveau de D2, donc vous pouvez vous y intéresser si vous voulez, mais vraiment c'est plutôt de la spécialité, donc on peut passer. Alors, en radiologie, ce qui est important, comme dans toutes les autres spécialités et comme dans tous les types de réponses qu'on peut avoir à faire à l'internat, il faut avoir un plan de réponse. Ça c'est très important. Vous êtes encore au début de votre externat, mais vous verrez de plus en plus à travers les différents modules, et plus vous vous rapprochez de l'internat, plus vous verrez que les questions qui sont posées dans les dossiers et puis à l'internat sont quasiment toujours les mêmes. Ça va être des questions: quel est votre diagnostic, quel est votre traitement, quelles sont les complications, etc. Et vous verrez que si vous avez un plan de réponse qui est précis, qui est net, que vous appliquez à chaque type de réponse donnée, vous allez aller beaucoup plus vite et vous allez perdre beaucoup moins de points en oubliant moins de choses. Vous verrez, les premiers dossiers que vous ferez, vous aurez tendance à essayer de répondre spontanément, et vous allez voir, si vous faites des dossiers notés, que vous perdez beaucoup de points parce que vous oubliez des mots-clés, vous oubliez des notions importantes, et vous vous direz: ça je le savais, c'est dommage, j'aurais pu le mettre. Le fait d'avoir un plan et une structure de réponse, ça vous permet d'être sûr, c'est comme une checklist, vous êtes sûr à la fin de votre checklist que vous avez répondu à toutes les questions que vous vous étiez posées. Donc en radiologie, c'est un peu la même chose. En gros, les questions qu'on peut vous poser sont assez simples finalement, ça va être: quel type d'examen c'est, décrivez l'examen, et enfin, faites une conclusion. Donc là, c'est toujours pareil. Pour le petit 1, intitulé de l'examen et de la technique, vous allez dire d'abord quel est le type d'examen. Est-ce que c'est un scanner, est-ce que c'est une IRM, un écho, est-ce qu'il y a un mode Doppler ou pas, etc. Est-ce que c'est une scintigraphie? Tout à fait. Vous allez donner la région explorée. C'est totalement différent si vous faites une IRM hépatique ou un scanner du corps entier. Donc très important de donner la région explorée. Vous allez donner l'orientation de la coupe, même en échographie. Donc c'est une IRM en coupe sagittale. Le type de séquence pour l'IRM par exemple. Pour l'échographie, vous allez dire s'il y a du Doppler, si c'est un mode B, si c'est en mode pulsé, etc. Donc pour l'IRM, c'est très important, dire si c'est un T1, un T2, un flair, s'il y a une injection ou non de produit de contraste. Ça, c'est très important. Donc, cette partie, elle ne doit pas être très longue. Elle doit faire une seule phrase, très rapide. Par exemple, IRM hépatique en coupe coronale, en séquence T1, après injection de produit de contraste, au temps artériel et au temps tardif. Voilà. Comme ça, le cadre est posé. Même si on ne vous demande pas de dire quel examen on fait, au moins vous avez décrit votre examen, le correcteur voit que vous êtes conscient de ce que vous décrivez, et vous au moins, ça vous évite aussi de faire des grosses bêtises en confondant par exemple un scanner et une IRM, ça peut arriver. Au moins vous dites: non, c'est pas un scanner, c'est une IRM, donc vous passez à la suite. Donc c'est très important. Par exemple, on va le faire pour ces différents examens. Cet examen-là, vous avez reconnu, c'est un ASP, donc un abdomen sans préparation. C'est un examen radiographique qui explore donc la région abdominale. Donc c'est un ASP de l'abdomen. L'orientation de la coupe, il n'y en a pas, la séquence, il n'y en a pas, injection ou pas, il n'y en a pas. On peut rajouter peut-être ce qu'on va marquer ici, qui est couché. Donc c'est un ASP qui est couché, ce qui permet de... Enfin, ce qui d'ailleurs est une mauvaise technique pour faire un ASP. Mais pour un ASP, typiquement, il faudrait dire: est-ce qu'il est debout, centré sur les coupoles, de profil, couché, etc. Cet examen, vous avez ici une échographie en mode B. Donc là, je vous aide, c'est la vésicule biliaire, mais en gros, c'est centré sur la vésicule biliaire et sur le foie. La sonde utilisée, c'est une sonde plate, vous voyez, comme tout à l'heure. C'est une sonde qui est bien plate, avec un champ d'exploration qui est carré, contrairement aux sondes abdominales. D'ailleurs, vous voyez très bien que le foie est coupé à la moitié. Tout ça, c'est le foie.
vous voyez très bien que la sonde abdominale, elle ne va pas très loin. Donc, coupe axiale, type de séquence c'est en mode B, et pas d'injection de produit de contraste. Ici, c'est un scanner. Pourquoi c'est un scanner? Parce que vous regardez tout de suite, l'os il est très blanc, donc c'est forcément un scanner. Si c'était une IRM, l'os il serait pas blanc, donc c'est facile. C'est un scanner, c'est une coupe axiale ou transversale, comme vous voulez, centrée sur les reins. Là on voit très bien les deux reins, donc on va dire que c'est centré sur les reins. On voit aussi le foie, donc on peut dire que c'est centré sur le foie, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous dites que c'est un scanner abdominal, c'est très bien déjà. Ensuite, est-ce que c'est injecté ou pas? Là vous voyez que les reins sont spontanément un peu blancs, hyper denses. Et vous voyez ici que les vaisseaux, ça c'est la veine cave, ça c'est l'aorte. Vous voyez qu'ils sont un petit peu opacifiés, quasiment pareils tous les deux, donc vous allez dire que c'est un temps tardif ou un temps portable. Ok, et enfin sur l'IRM, on va dire que c'est une IRM encéphalique, c'est une coupe T2, c'est très simple, on sait que c'est un T2 puisque les liquides qui sont dans les citernes ici sont en hypersignal, donc c'est forcément un T2. Une coupe axiale, pas d'injection de produit de contraste. Vous voyez que ici les vaisseaux sont libres. Ici, ce que je vous disais dans la dernière conférence, les muqueuses nasales, elles ne sont pas du tout rehaussées, donc c'est une séquence en T2. Une fois que vous avez fait ça, vraiment, vous avez posé le cadre de votre réponse et vous pouvez passer à la suite. Vous verrez, obligez-vous à faire ça au début. Ensuite, ça ira beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Et très souvent, malheureusement, ça n'apporte pas beaucoup de points à la réponse. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est vraiment décrire la lésion. Et là, c'est très important, c'est la partie qui va rapporter le plus de points souvent dans les dossiers. Donc, même si le diagnostic est évident pour vous, par pitié, ne vous précipitez pas sur la conclusion. Ne dites pas, c'est évident que c'est un infarctus mésentérique, par exemple. Il faut vraiment bien décrire les lésions, parce que c'est ça qui va vous donner les points, et c'est ça qui permet de voir au correcteur comment vous appréhendez le dossier et comment vous comprenez le dossier. C'est très important. Donc la description de la lésion, là également, c'est très simple. Vous prenez toujours le même plan pour chaque examen, vous faites votre checklist, et une fois que c'est fait, vous passez à la suite, vous êtes sûr que vous n'avez rien vu. Donc là c'est très simple, vous allez dire la taille ou le volume de la lésion, la forme, est-ce que c'est arrondi, ovalaire, carré, les contours, est-ce que c'est bien régulier, mal limité, est-ce que c'est crénelé, est-ce que c'est bosselé, très important également. Les caractéristiques selon la technique, ça c'est très important également, il faut l'adapter à la technique. Si on parle d'une échographie, il faudra dire c'est hypoéchogène ou hyperéchogène. Si on parle d'une radiographie, il faudra dire c'est une opacité ou une clarté. Si on parle d'IRM, il faudra dire c'est un hyposignal ou un hypersignal. Et enfin, si on parle d'un scanner, on parlera d'hyperdensité ou d'hypodensité. Ça fait toujours un peu tâche de parler d'hypersignal sur un scanner ou l'inverse. En pratique, souvent ça ne porte pas à conséquence. Il paraît qu'à l'internat, certains correcteurs ne mettaient pas les points quand on mettait hyposignal à la place de hypodensité. Apprenez dès maintenant à bien faire la différence et à bien mettre le type d'adjectif en fonction du type d'examen. Le retentissement sur les structures adjacentes, c'est très important, souvent on l'oublie. C'est très important notamment en échographie, je vous avais dit. Est-ce qu'il y a un code nombre postérieur, est-ce qu'il y a un renforcement postérieur? Donc très important le retentissement. Ensuite, la prise de contraste ou l'effet Doppler. Donc la prise de contraste pour un scanner, la prise de contraste pour une IRM, c'est très important également. Ça vous signe une lésion tissulaire, une lésion qui potentiellement est dangereuse, une tumeur, un abcès, etc. Et enfin, un dernier point qu'on oublie très souvent également, parce que très souvent on n'a qu'un seul examen à un moment donné, c'est l'évolutivité de la lésion. Donc l'évolutivité de la lésion, vraiment si jamais vous avez plusieurs examens à la suite, à des temps différents, regardez vraiment l'évolutivité, savoir si la lésion a grandi en taille, si ses caractéristiques ont changé, elle pouvait être hypoéchogène, elle est devenue hyperéchogène, elle pouvait ne pas prendre le contraste, finalement elle prend le contraste, etc. etc. Ça c'est très important pour donner notamment un caractère bénin ou malin. Vous comprenez très bien qu'un nodule pulmonaire, si au bout de 6 mois il a triplé de volume, ça sera probablement un cancer pulmonaire, alors que si au bout de 6 mois il est toujours pareil, même s'il a des caractéristiques qui sont malignes, qui paraissent malignes, on sera beaucoup plus rassuré.
Et enfin, je ne l'ai pas marqué ici, mais bien sûr, la localisation de votre anomalie, dire que c'est un nodule hépatique, c'est très important puisqu'on ne partira pas du tout sur la même gamme diagnostique que si c'est un nodule de la surrénale ou autre chose. Donc ça vraiment, ça doit vous faire 7 ou 8 points. Faites-vous une fiche et obligez-vous à chaque fois que vous voyez un examen complémentaire à répondre selon cette structure de réponse. Donc là on va le faire ensemble. Je vous ai mis, ça tombe bien, la même lésion sur les différents examens. Vous aurez reconnu ici une échographie, un scanner. Encore une fois, ici vous avez les vertèbres qui sont hyper denses. Vous êtes sûr que c'est un scanner. Et ici je vous ai mis une IRM. Et d'ailleurs, vous voyez très bien que ici, la vertèbre, elle n'est pas du tout visible, elle est quasiment noire, donc c'est bien une IRM avec des protons qui ne sont pas mobiles, donc qui n'ont pas de signal. D'ailleurs, vous verrez ici, tout de suite sur cette IRM, savoir si c'est un T1 ou un T2, comment on fait. Ce que je vous disais lors de la dernière conférence, vous regardez ici, c'est le liquide céphalorachidien qui comprend donc la moelle et tout autour le liquide céphalorachidien. Vous voyez qu'ici, c'est pas du tout un hypersignal, donc c'est forcément une séquence en T1. Si c'était un T2, ce serait un hypersignal. Là c'est un hyposignal, donc c'est un T1. Très bien. Alors, on va prendre cette échographie. Vous avez tous vu cette lésion, donc, où en plus on a mis la mesure de la longueur. Ça c'est un petit truc pour vous aussi. Aidez-vous toujours en radiologie de tout ce qui est autour de votre image. Parfois vous verrez marqué le type de séquence, T1 ou T2, ça vous évite de faire le travail. Vous verrez marqué par exemple parfois le temps artériel, temps tardif, temps portal. Vous verrez sur des échographies marquées parfois la taille, donc 18 cm, ou vous verrez les localisations, segment 7, segment 8, etc. Donc regardez toujours vraiment ce qui se passe autour de votre image. Vous aurez des informations très importantes. Alors, pour cette échographie, vous avez tous reconnu l'image de tout à l'heure, où on a donc le foie, qui est ici. Donc si on répond tel quel, il faut dire c'est une échographie hépatique, centrée sur le foie, en coupe axiale. Donc là on est vraiment ici, en coupe axiale. Faite à l'aide d'une sonde abdominale, ça vous pouvez le dire ou ne pas le dire. En mode B, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de séquence, on s'arrête là. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre une lésion intrahépatique. Ici, je peux même vous dire que c'est dans le segment 7, mais pour vous c'est un peu compliqué. Vous diriez que c'est dans le lobe droit du foie, c'est déjà bien. Donc localisez la lésion. Une lésion donc arrondie, qui a un contour qui est plutôt bien limité. Alors pour savoir si une lésion est bien limitée ou pas, c'est très simple, il suffit de savoir si on peut faire le tour avec un stylo ou pas. Si on peut en faire le tour avec un stylo sans aucun souci, sans enlever le crayon, ça veut dire que les contours sont bien limités. Si on hésite ou on ne sait pas trop où s'arrêter, on va dire que la lésion est mal limitée. Donc ensuite, cette lésion donc, arrondie, bien limitée, intrahépatique, dans le lobe droit, donc même dans le segment 7, elle est située où encore? Elle est située un peu à proximité de la capsule hépatique. La capsule hépatique est juste derrière. Quel est son signal? Elle est hyper échogène. Quel est le retentissement sur les structures adjacentes? Là vous voyez, enfin c'est un peu subtil, mais vous devez voir ici un renforcement postérieur qui est juste ici. Toute cette zone-là est un peu plus hyper intense que la région du foie autour. J'enlève ça pour que vous voyez bien. Maintenant ça devrait être évident pour vous. Donc retentissement, on l'a. L'évolutivité, on l'a pas, parce qu'on n'a pas d'examen antérieur, on n'a rien. Et en gros, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre également? Une fois qu'on a parlé de cette lésion, on va parler de ce qu'il y a autour de la lésion. Là on a un foie qui a l'air plutôt normal. Vous voyez que ce n'est pas du tout le foie de cirrhose qu'on a vu tout à l'heure. C'est un foie qui est bien régulier, qui est homogène. Donc c'est un foie qui n'est pas cirrhotique, c'est important de le dire. Et puis on s'arrête. Sur le scanner, c'est pareil. Donc scanner, coupe axiale, non injecté, centré sur le foie. Il n'y a pas de séquence non plus, donc voilà. Les caractéristiques, donc c'est toujours la même chose. On veut toujours caractériser cette lésion-là. Donc là, vous voyez que c'est une lésion qui est hypodense, ici, hypodense par rapport au foie. On utilise toujours la référence pour parler d'une lésion. Hypodense par rapport au foie, qui est également bien limitée, qui est arrondie,
qui a l'air d'être unique, ça c'est important aussi, est-ce que c'est unique ou multiple. C'est une lésion qui est également sous-capsulaire, donc c'est la même lésion que la dernière fois. Et ensuite, donc on va regarder également comment se passe tout ce qui se passe autour. Donc le foie est bien limité, il est homogène, il est très bien. La rate également, on n'a pas de splénomégalie, on n'a pas du tout de signe en faveur d'une cirrhose ou autre chose. Et enfin, l'IRM, donc on a compris le principe, IRM, coupe axiale, séquence T1, pas d'injection, centré sur le foie. La lésion, vous voyez qu'elle est ici. Alors d'ailleurs, vous voyez là qu'on voit que la lésion est un peu plus large que ce qu'on voyait sur les autres examens. Sur les autres examens, vous voyez que la petite boule. Là, on voit que c'est un peu plus large, donc il y a un effet un peu plus large. Donc c'est également une lésion qui est nodulaire, arrondie, qui est en hyposignal T1, qui est sous-capsulaire également, lobe droit, segment 7, etc., etc. Pas de retentissement sur les structures adjacentes, le foie est sain, et puis voilà. Vous voyez, 3 examens différents, on a dit quasiment la même chose, les mêmes critères, on a juste changé le mot signal, densité, échogénicité, et comme ça, on a vraiment le même plan, quel que soit le type d'examen qu'on a, et on est sûr d'avoir tous les mots-clés. Et là, si on avait ces examens à des dates différentes, on dirait pas d'évolutivité entre le scanner et l'échographie. Par contre, petite évolutivité entre le foie, entre l'IRM et le scanner, avec une petite zone un peu plus étendue qu'on ne voyait pas avant. Bon, ça c'est un petit truc aussi, normalement, on ne compare pas d'examens qui ne sont pas faits dans la même modalité. On compare une IRM avec une autre IRM, un scanner avec un autre scanner, parce que justement, parfois on ne voit pas les mêmes choses sur les différents examens, et on peut se tromper en disant que cette lésion a faussement augmenté, alors qu'en fait, c'est uniquement l'IRM qui est plus sensible et qui voit une petite zone autour qui n'est pas de la tumeur. Et enfin, donc, le petit 3, ce sur quoi il ne faut pas se précipiter sous peine de perdre beaucoup de points. Je vous rappelle que c'est 2 qui vaut beaucoup de points. Le petit 3, c'est la conclusion, et il faut également qu'elle soit bien faite, qu'elle soit complète pour avoir tous les points. Et alors là, c'est facile, puisque ça va être le même plan de réponse que ce que vous donnerez pour faire un diagnostic clinique, par exemple. Donc vous allez donner le résumé des principaux mots-clés. Ça, c'est toujours pareil, l'internat, c'est des mots-clés, donc il faut donner des mots-clés. Et les principaux mots-clés qui vous intéressent, a priori. Vous allez donner le diagnostic, l'étiologie, le retentissement et les complications, et enfin le terrain, puisque le terrain et les pathologies associées changent complètement le diagnostic. Et si vous suivez cette structure-là, vous êtes sûr de ne pas louper de points. Parce que si jamais vous dites par exemple que vous avez un CHC, donc un carcinome hépatocellulaire, donc une tumeur du foie, si vous oubliez de dire que le patient est cirrhotique, qu'en plus il a une splénomégalie, une hypertension portale, et ben vous allez peut-être louper le fait qu'il a également des varices digestives, œsophagiennes, et le correcteur vous mettra que la moitié des points, puisque vous n'aurez dit que le diagnostic principal, mais pas la cause du diagnostic, qui serait ici la cirrhose, ni les complications, ni le terme. Donc toujours penser à mettre tout ensemble. C'est tentant au début de son externat, quand on commence à connaître un petit peu la médecine, de vouloir très vite aller à la conclusion, en se disant j'ai trouvé, c'est facile, mais vraiment obligez-vous à vous dire quels éléments diagnostiques je peux mettre en plus, donc l'étiologie, les complications, les termes. Par exemple, ici si on reprend totalement, on dirait c'est un scanner abdominal qui est d'abord sans injection, ici, qui est ensuite injecté au temps artériel, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on distingue tout ça, et ensuite à un temps tardif. Donc c'est des coupes axiales, centrées sur le foie, parce que le foie est ici, ici. Ici vous voyez la rate qui est là, et ici vous voyez le rein qui est ici. Ok. Là c'est l'estomac, et ici on a l'aorte qui est là, et l'artère mésenterique supérieure qui est ici. Donc vous direz, vous avez tous vu la lésion qui est ici bien sûr, vous direz, c'est une lésion qui est intrahépatique, qui est située dans le lobe droit, c'est la localisation, sous-capsulaire également. Vous direz qu'elle est plutôt arrondie, plutôt nodulaire également. Les contours par contre sont mal limités, puisque j'ai du mal à faire vraiment la limite entre les différentes zones tumorales. Donc c'est mal limité.
vous direz qu'il y a une prise de contraste, qu'elle est hypodense, donc avant injection, pardon, qu'il y a une prise de contraste au temps artériel, et quant au temps tardif, il y a une perte de la prise de contraste, un lavage du contraste, ce qu'on appelle un washout. Vous voyez que cette zone, par exemple, devient complètement hypodense. Donc quand on injecte un examen, il ne faut plus dire hypodense, il faut dire qu'il perd le contraste. Qu'il prend le contraste ou qu'il ne prend pas le contraste. Ensuite, donc cette lésion, on l'a bien définie. On va dire quel est le retentissement autour. Donc là, on voit que le foie est globalement augmenté en taille, lié à cette lésion tumorale. Le foie, par contre, n'a pas l'air d'être cirrhotique, et la rate a l'air plutôt normale. Et ensuite, pour ceux qui ont bien tout vu, on voit ici une petite plage qui est un peu grise et qui correspond à du liquide. Donc c'est en fait un peu d'acide que le patient avait dans le ventre, lié à son cancer hépatique. Donc ça, vous avez 1. Posé le cadre, 2. Décrit la lésion. Là, on n'a pas d'évolutivité non plus. Et 3. Vous faites le diagnostic complet, qui est donc celui-là. C'est donc un carcinome hépatocellulaire du lobe droit, sur un foie qui a priori est plutôt sain, même si là on a une hépatomégalie, chez un patient qui n'a pas d'hypertension portale, puisqu'il n'y a pas de splénomégalie, il n'y a pas de voie de dérivation veineuse, et compliqué par un petit peu d'acide ici, une lame d'acide. Et là vous avez tous les points, plus que si vous aviez dit seulement CH. Donc voilà, je vous ai fait vraiment le plan pour savoir comment répondre à une question. C'est très important, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, mais faites-vous un plan vous-même, que vous maîtrisez bien, que vous mettez facilement en œuvre. Ce qu'il faut surtout, le principe, c'est de ne pas perdre de temps et de ne rien oublier. Ça, c'est le principe de base. Si vous avez compris ça, vous êtes sûr, après, si vous travaillez un petit peu et si vous avez les connaissances, de ne pas perdre de points dans des dossiers, tant aux examens dans votre faculté qu'à l'internat pour la suite. Alors, donc justement, comment savoir si un scanner est injecté et comment repérer les différents temps d'injection? Ça, c'est pas très compliqué non plus. Il suffit de réfléchir un petit peu, et souvent la réponse, on l'a tout de suite. Un scanner au temps artériel. Par définition, c'est les artères qui sont opacifiées. Donc on va chercher toutes les artères qu'on voit, et on va voir si elles sont opacifiées ou pas. Donc là, sur cette structure-là, on est sur une coupe axiale donc digestive. On repère, on va la mettre en rouge, toutes ces artères. On va repérer l'aorte qui est ici. L'artère qui s'en va ici, c'est l'artère mésentérique supérieure. Bon, c'est pas très grave si vous ne connaissez pas encore très bien toutes les coupes anatomiques, ça vous l'apprendrez. Une artère qui est ici doit être probablement l'artère splénique. Et là, vous avez très probablement l'artère hépatique qui est ici. Donc vous voyez que les structures artérielles sont opacifiées. Ensuite, pour savoir si c'est un temps artériel ou déjà un temps veineux, donc le temps artériel, je vous rappelle, on injecte le produit de contraste et 30 secondes après, on fait une hélice. Dans ces cas-là, il n'y a que les artères qui sont opacifiées. Si on attend un peu plus, 80-90 secondes, on arrive à ce qu'on appelle un temps portal début veineux, où en fait on va avoir le tronc porte qui va être opacifié, et c'est le meilleur temps pour voir le rehaussement des organes. Le foie, la rate, etc. Il va falloir les étudier au temps portal, puisque c'est là où on voit le mieux le parenchyme qui est homogène. Et après, si on attend une minute, non pas une minute, plutôt 100-120 secondes, on va arriver à un temps veineux, où là on verra plus du tout de sang normalement dans les vaisseaux artériels, et on en verra beaucoup plus dans les troncs veineux. Et si on fait un temps tardif, à 5 minutes par exemple, on aura tout le produit de contraste qui est passé dans la vessie, donc qui est en cours d'évacuation dans les artères, et plus du tout de produit de contraste, ni dans les organes, ni dans les vaisseaux. Donc là les artères sont opacifiées, très bien. Les veines, on va repérer les veines pour savoir si elles sont opacifiées. Donc là en gros, on devrait avoir le tronc porte qui est par ici, et on voit qu'il n'est pas du tout opacifié. On devrait avoir à l'intérieur du foie des branches portables, des branches portes. Et là on voit qu'elles ne sont pas opacifiées. Donc les veines ne sont pas opacifiées. Donc a priori on est sur un temps artériel. D'autres trucs pour savoir si un temps est artériel ou pas. Un qui est très important, c'est celui-ci. La rate. Vous voyez que la rate ici, elle n'est pas du tout homogène. Elle a ce qu'on appelle un aspect tigré ou un aspect moucheté. Et c'est en fait
au fait que la rate se rehausse de manière différentielle, parce qu'elle contient des contingents hématopoïétiques différents, organisés selon des travées différentes, et donc le produit de contraste arrive de manière différentielle dans la rate. Donc en gros, on va parler de rate tigrée au temps artériel. Au temps portal, on verra qu'elle s'homogénise. Donc attention également, si vous avez un temps artériel, ne parlez pas d'ischémie, d'infarctus ou d'abcès. C'est normal d'avoir une rate qui est un peu hétérogène, tigrée comme ça, au temps artériel. Et enfin, le dernier élément, c'est le cortex rénal. Vous voyez ici que le cortex rénal, c'est tout ça, tout ce qui est en bordure du rein. Et vous voyez que là, ça prend le contraste de manière très intense, avec le centre du rein qui, lui, est encore hypodense, donc qui n'a pas pris le contraste. Donc quand vous voyez ça, vous êtes sûr que c'est un temps artériel. Donc vous voyez les vaisseaux, artère-veine, la rate, le rein, et vous êtes sûr que c'est un temps artériel. Ensuite, le temps portal, ça va être très simple. Souvent, on a toujours un restant d'opacification de l'aorte, qui est ici. Il ne faut pas se faire piéger en disant « Ah, l'aorte est opacifiée, donc c'est un temps artériel ». Sur le temps portal, on a toujours un peu d'opacification dans l'aorte. Et vous voyez que c'est beaucoup moins, ça flash beaucoup moins qu'au temps artériel. Par contre, là, vous allez avoir une branche portale qui est ici, qui est opacifiée. Une branche portale qui est ici également, qui est opacifiée. Vous voyez qu'à l'intérieur du foie, on a une opacification, on voit les vaisseaux alors qu'on ne les voyait pas auparavant. Donc ça veut dire que ces vaisseaux sont opacifiés. La rate, on la voit maintenant, elle est bien homogène. On n'a plus du tout cet aspect tigré qu'on avait auparavant. Et le rein, on ne l'a pas ici, mais normalement on devrait avoir un rehaussement global diffus du rein. Pour votre culture générale, donc je vous remontre les vertèbres, vous commencez à les connaître, facile. Juste en avant, l'aorte, très bien. Le foie, on l'a vu. La rate, on l'a vu. Et cette structure-là, ça correspond à l'estomac. L'estomac qui a toujours une structure un peu en hamac et qui ensuite va se poursuivre comme ça. D'ailleurs, à ce propos, vous remarquerez qu'on voit bien qu'il y a du poumon, du parenchyme pulmonaire qui se projette ici et ici, donc sous les coupoles diaphragmatiques, en arrière du foie. Donc c'est ce que je vous disais à la dernière conférence. Regardez bien toujours sous les coupoles diaphragmatiques, puisqu'il peut encore y avoir du poumon sous les coupoles. Et il peut y avoir des foyers ou des tumeurs qui sont dans cette zone-là. Donc toujours bien vérifier ces zones-là. Ensuite, pour tout ce qui est périphérique, vous avez les muscles qui sont ici. Là, c'est les muscles du dos. Et ensuite, quelque chose de très intéressant également, ça, retenez-le dans un coin de votre tête, vous le verrez pour les conférences de l'an prochain. C'est tout ce qui est... Ah, donc on va pas très bien en noir. C'est tout ce qui est en dessous de la couche des muscles, c'est tout ça. Tout ça, ça correspond à la graisse sous-cutanée. Et vous voyez qu'elle n'est pas complètement noire, mais qu'elle est grisâtre. Et en fait, si vous prolongez ça, vous voyez qu'ici, on a de nouveau de la graisse. Et ça, c'est de la graisse péritonéale. Ici aussi, on a de la graisse. C'est la graisse du péritoine. Et en fait, cette graisse est très importante pour savoir s'il y a une pathologie qui se passe à côté. Ça va servir de point d'alarme pour savoir s'il se passe quelque chose d'anormal. Une appendicite ou une diverticulite ou tout autre phénomène inflammatoire, une pancréatite par exemple, vont provoquer un œdème dans cette graisse péritonéale et vont donner un aspect beaucoup plus brillant, beaucoup plus dense à cette graisse, ce qui permet de savoir très vite où se passe l'anomalie. En gros, si la graisse est normale, elle est un peu grisée comme ceci. Si elle est pathologique, si elle est infiltrée par une pathologie de voisinage, elle sera beaucoup plus dense, beaucoup plus fléchie. Donc très important de savoir ça. Et enfin, au temps tardif, donc ça c'est un temps tardif. Attention parce que on peut toujours... Ah bah, ça c'est toujours... C'est un temps... c'est le même temps, c'est la même figure que la dernière fois. Donc ne tenez pas compte de celle-là. Donc en pratique, le temps tardif, c'est ce que je vous ai dit. Vous aurez souvent une absence de sang dans les vaisseaux artériels et veineux. Et par contre, vous aurez un remplissage des uretères, donc depuis les reins jusqu'à la vessie, et un remplissage de la vessie. Les temps tardifs peuvent servir pour voir certaines pathologies, comme des calculs enclavés ou d'autres choses comme ça. Voilà. Alors, comme on est toujours dans le scanner, qu'on vient d'injecter,
on va quand même se poser la question, quelles sont les précautions à prendre, et surtout les contre-indications en cas d'injection de produits de contraste iodé. Ça, c'est une question qui est majeure, qu'on vous posera régulièrement tout au long de votre externat, à la fois dans les dossiers et dans la vie courante. Il faut vraiment faire attention à ça. Je vous rappelle que dès que vous donnez un traitement à un patient, ou dès que vous faites un examen à un patient, il faut toujours vérifier les contre-indications, vérifier les effets indésirables, informer le patient de ce qu'il reçoit ou de ce qu'il subit, parce que c'est 3 éléments qui sont très importants pour éviter de nuire au patient. Je vous rappelle le principe de base, avant tout ne pas nuire, donc ne pas faire un examen scanographique avec l'injection de produit de contraste s'il est contre-indiqué, puisque vous risquez de tuer le patient sans avoir un apport diagnostique important. Donc, on avait vu les contre-indications à l'IRM, là on va voir les contre-indications à l'injection de produits de contraste iodé. Je vous rappelle que pour le scanner, il n'y a pas de contre-indication, proprement dite au scanner. Rappelez-vous juste les règles de radioprotection de base, qui sont de ne pas faire trop de scanners à un patient, de ne pas trop l'irradier, puisque on ne sait pas vraiment à quel seuil ça commence à arriver, mais à partir d'un certain seuil, il y a un risque plus élevé de développer certaines complications, comme des cancers, des cataractes, etc. Donc pas de contre-indication au scanner, par contre, contre-indication à l'injection de produits de contraste iodé, qu'il faut connaître parfaitement. Donc les contre-indications absolues à l'injection de produits de contraste, c'est bien sûr une allergie vraie aux produits de contraste iodé. Donc là je vous rappelle tout de suite qu'on peut être allergique à l'iode, c'est-à-dire à la bétadine, mais ne pas être allergique aux produits de contraste iodé. Les allergies aux produits, aux fruits de mer, ou à d'autres antibiotiques ou à d'autres médicaments, ne sont pas des facteurs de risque d'une allergie aux produits de contraste iodé. Donc attention, très souvent on dit que le patient est allergique à l'iode. Il faut toujours aller voir le patient et lui poser la question, quand est-ce que vous avez été allergique? Est-ce que c'était lors d'une injection de produit de contraste lors d'un scanner ou pas? S'il vous dit non, on m'a nettoyé la bétadine, c'est bon. Si jamais il vous dit oui, effectivement c'était lors d'une injection de produit de contraste, vous lui demandez quelle réaction il a faite afin de savoir la gravité et afin de savoir quel produit a été utilisé. Puisque en radiologie, il y a plusieurs produits de contraste qui peuvent être utilisés pour injecter un patient. Et un patient peut être allergique à un produit sans être allergique aux autres. Et donc c'est un élément très important de savoir si le patient est allergique pour savoir si on peut l'injecter. En effet, un scanner non injecté apporte quand même beaucoup moins d'informations, en tout cas pour certaines zones du corps, qu'un scanner non injecté. Et donc se priver un patient d'injection à vie, c'est quand même une décision lourde de conséquences. Donc vérifiez toujours que le patient est bien allergique à un produit et si possible retrouver le type de produit. Parfois les patients qui ont fait une allergie ont des tests allergologiques pour savoir à quels produits ils sont allergiques et dans le même temps on teste d'autres produits de contraste pour savoir s'ils sont allergiques à tous les produits et très souvent ils sont allergiques en fait uniquement à un seul produit. Donc très important, en tout cas l'allergie c'est une vraie contre-indication et de toute façon c'est comme tout dès qu'on est allergique, on n'injecte pas le produit. L'autre contre-indication importante c'est l'insuffisance rénale sévère. Insuffisance rénale sévère, je vous rappelle, ça veut dire clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute. Et c'est une contre-indication qui doit être vraiment respectée, puisque l'injection de produits de contraste en elle-même n'entraîne pas d'insuffisance rénale, elle va avoir tendance à aggraver une insuffisance rénale existante, et surtout, le problème de l'injection de produits de contraste, c'est en l'absence d'hydratation, ça va avoir un effet toxique sur les reins. Donc si un patient est bien hydraté, s'il a une bonne fonction rénale finalement, ça passera bien. S'il a une fonction rénale qui est déjà mauvaise, ça se passera moins bien. Donc attention à ça. Donc, les précautions à prendre lors d'un dossier, par exemple, lors d'un examen, vous allez toujours dire, si vous injectez un produit de contraste, si vous dites on pratique un scanner injecté, il faudra toujours dire dans votre réponse, en l'absence d'allergie ou d'insuffisance rénale, et bonne hydratation avant et après l'injection du patient. Les produits de contraste peu ioniques, ça c'est en cas d'insuffisance rénale justement, modérée. Un produit de contraste non ionique par rapport à un produit de contraste ionique fait moins de dommages pour le rein, donc c'est plus important, enfin c'est mieux pour le patient. En tout cas, toujours bien dire ça, absence d'allergie et absence d'insuffisance rénale. C'est deux phrases clés, enfin une seule phrase clé avec deux mots clés, qu'il faut vraiment dire, dès que vous mettez le mot injection, il faut que cette phrase sorte à vous. Très important. Alors, on va faire un petit peu de médecine nucléaire, ou en tout cas on va présenter les principaux examens en médecine nucléaire.
Je vous rappelle qu'au sens strict du terme, la radiologie et la médecine nucléaire sont des disciplines qui sont séparées. C'est comme la radiothérapie, c'est une discipline séparée, donc ça fait 3 disciplines, et qui utilisent les rayons X. Le principe de la médecine nucléaire, c'est toujours le même. On injecte ou on fait inhaler un produit radioactif. Ce produit va se fixer sur une cible donnée qu'on connaît à l'avance. Et une fois que ce produit est fixé, il émet de la radioactivité. Et c'est cette radioactivité qui va être mesurée avec un capteur et qui va produire une image. C'est totalement différent de la radiologie classique, où là, on envoie des rayons X, où on excite des protons qui sont déjà dans le corps, où on émet des ultrasons. Dans un cas vraiment, on passe de l'extérieur vers l'intérieur, alors que dans la médecine nucléaire, le signal est fait de l'intérieur vers l'extérieur. Alors en médecine nucléaire, auparavant il y avait les scintigraphies, qu'on va voir maintenant. Donc c'est des techniques assez simples qui répondent à une question donnée. Et maintenant de plus en plus en médecine nucléaire, ça se développe. Il y a beaucoup de nouveaux traceurs et de métabolites qui sont découverts et qui permettent de faire des explorations beaucoup plus poussées, notamment avec les nouvelles techniques couplées de médecine nucléaire et de radiologie, comme le PET scan, que vous avez déjà dû voir, qui permettent à la fois d'avoir l'information physiologique du fonctionnement de l'organe intéressé, en même temps qu'une information de topographie et de localisation très stricte, puisqu'en scanner, on sait très bien où est localisée l'anomalie. Donc vraiment la médecine nucléaire, c'est un domaine qui explose également, comme la radiologie, où les techniques sont de plus en plus poussées et où l'apport de l'imagerie est très important. Donc on va revoir déjà les scintigraphies de base. Donc là, les scintigraphies de base que vous devez connaître, puisque c'est souvent ce que vous avez dans vos bouquins de cours, celles qui sont classiques, c'est les scintigraphies thyroïdiennes et osseuses. Donc une scintigraphie thyroïdienne, c'est ça se présente comme ça. Donc on injecte un marqueur avec de l'iode marqué au technétium. Cet iode va se fixer sur les cellules de la thyroïde, et ensuite va émettre, pendant un temps donné, de la radioactivité. C'est cette radioactivité qu'on va mesurer à l'aide d'un capteur plan. Donc un capteur plan, en fait, c'est une grande planche avec des détecteurs qui est mise à proximité de la zone qui nous intéresse. Et la radioactivité va s'échapper donc de la thyroïde. Enfin, les rayons X vont partir de la thyroïde et vont aller imprimer les détecteurs à rayons X directement. Donc ça prend un peu de temps, puisqu'il faut d'abord injecter le patient. Il faut attendre que le produit se fixe, souvent c'est une demi-heure, parfois 1 heure. Et après, l'acquisition de l'image est beaucoup plus longue qu'un scanner, par exemple, ou qu'une radio. Une radio, ça dure 1 seconde, le temps d'appuyer sur le bouton. Un scanner, une hélice, ça dure quelques secondes, une dizaine de secondes. Là, c'est plutôt le temps de pause, est plutôt de l'ordre d'une demi-heure à 1 heure, voire plus. Et plus le temps de pause est long, plus la résolution et plus les informations vont être précises. Donc c'est important. Donc ici, on a donc une scintigraphie thyroïdienne. Vous voyez qu'on a les 2 lobes thyroïdiens, qui sont l'un ici et l'autre là. Les 2 lobes prennent tous les 2 le marqueur de manière homogène. C'est une scintigraphie thyroïdienne qui était a priori normale. Parfois, vous verrez sur une scintigraphie thyroïdienne, ce qu'il faut bien voir, c'est si jamais il y a une prise du marqueur qui est intense, ça pourrait aller dans le sens d'une maladie de base d'eau, une hyperthyroïdie. On peut voir également parfois des zones où il n'y a pas de signal, donc pas de captation du marqueur. Ça peut être la présence d'un nodule, notamment un cancer thyroïdien. On verra une zone aveugle où il y aura absence de captation du marqueur. Et enfin, on peut voir des images avec de multiples zones d'hyperfixation ou d'hypofixation, correspondant par exemple à des goitres multinodulaires ou à d'autres hypo- ou hyperthyroïdes. Donc la scintigraphie thyroïdienne, assez simple, peu d'indications, c'est la thyroïde essentiellement bien sûr, interprétation facile, très simple. En pratique c'est toujours un peu plus compliqué, mais pour vous, en tout cas à votre niveau et pour les dossiers plus tard, en tant qu'externe, ce sera toujours assez simple. Pour la scintigraphie osseuse, c'est à peu près le même principe.
On injecte également un produit de contraste qui va se fixer sur les os, avec du technétium également. Une fois que le produit s'est suffisamment fixé sur l'os, on va mettre le patient sous un capteur plan également et recueillir ces images, à la fois des images de corps entier, comme celle-ci, et à la fois des images zoomées lorsqu'on voit une anomalie. Pour la scintigraphie osseuse, il y a plusieurs choses à savoir. En fait, en médecine nucléaire, les principes de base, c'est connaître quel type de produit on injecte et où il va se fixer, savoir quel est le type d'élément radioactif qui est fixé, pour savoir combien de temps on va pouvoir voir l'image, et savoir surtout quels sont les éléments physiologiques sur lesquels le produit va se fixer et qui sont non pathologiques. Ça, c'est très important. Pour la scintigraphie osseuse, par exemple, on va avoir très souvent une fixation au niveau des articulations, ici, au niveau un petit peu du rachis parfois, au niveau des articulations de l'épaule également, et surtout, on va avoir une accumulation de produits dans la vessie, puisque l'élimination, elle se fait par la vessie. Donc ce sont des zones qui vont fixer de manière naturelle, mais qu'il ne faudra pas prendre pour pathologie. Évidemment, si c'est un sujet jeune qui n'a pas d'arthrose, pas de douleur articulaire, et qu'il a des fixations sur les articulations, là il faudra dire que c'est pathologique, puisqu'il n'a aucune raison d'avoir une fixation. Un patient très âgé qui a une arthrose connue sévère de l'épaule, qui a une fixation sur l'épaule, sera probablement à rapporter à l'arthrose. Chez ce patient, on avait donc des images pathologiques. Là, c'était des images de côte. Et vous voyez très bien qu'ici, on a des fixations punctiformes un peu partout, ici et ici. Donc, c'est un contexte de cancer du côlon. On cherchait des métastases osseuses. Effectivement, ça, c'est la fixation multiple du produit sur les os fait penser à de multiples métastases osseuses. Vous imaginez bien que ça, sur une radiographie standard, on ne verrait pas. C'est très difficile de voir les côtes sur une radiographie standard. Et même sur un scanner, si on n'est pas orienté, c'est très facile de passer à côté de métastases osseuses. La scintigraphie, l'avantage, c'est qu'on pose une question, une seule question simple, et on veut une réponse simple à la question. La réponse, on l'a ici. Est-ce qu'il y a des métastases ou pas? Alors, l'autre scintigraphie à connaître, c'est la scintigraphie pulmonaire, qui a de moins en moins de place actuellement, puisqu'elle s'avère essentiellement dans l'embolie pulmonaire. Et vous savez aujourd'hui que l'embolie pulmonaire, l'examen diagnostique principal, le gold standard, c'est le scanner, l'angioscanner pulmonaire, avec injection de produit de contraste, qui est l'examen qui est le plus intéressant, le plus sensible et le plus spécifique pour les diagnostics d'embolie pulmonaire. La scintigraphie pulmonaire reste intéressante dans les cas où, par exemple, on ne peut pas faire d'angioscanner pulmonaire, dans les cas d'allergie, par exemple. Et le principe est simple également. On va d'abord faire respirer le patient un produit radioactif. On fera une première série d'images, qui sont ici. C'est ce qu'on appelle les séries en ventilation. Donc vous voyez que ces images sont peu contrastées. Souvent les doses sont pas très fortes, donc on a des images qui ne sont pas de très bonne qualité. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va injecter un produit de contraste au patient, qui va passer par voie veineuse, lui, et on va faire une autre imagerie, qui est ce qu'on appelle l'imagerie de perfusion. Donc vous voyez que les images sont beaucoup plus nettes, la fixation est beaucoup plus importante, et c'est parce que le produit a été injecté et pas inhalé, donc la fixation est plus importante. Et s'il y a un seul mot-clé à retenir sur la scintigraphie pulmonaire, c'est ce qu'on appelle le mismatch. Le mismatch. Donc, mismatch. Le mismatch qui correspond en fait à une zone ventilée mais non perfusée. En fait, en pratique, vous savez que l'embolie pulmonaire, c'est des vaisseaux qui se bouchent, mais les voies respiratoires sont toujours ouvertes. Donc en ventilation, tout sera normal. Typiquement, on va prendre ici. En ventilation, tout est normal. Par contre, en perfusion, vous voyez qu'ici, nous avons très clairement une lacune. On a une absence de fixation des produits injectés, des produits radioactifs, qui correspond à ce qu'on appelle un défect ou un mismatch, qui correspond à un foyer d'embolie pulmonaire. Ça veut dire que l'artère qui arrive
sur ce lobe du poumon, sur ce segment du poumon, est bouché, ce qui explique pourquoi en perfusion on n'a rien, alors qu'en ventilation, la ventilation est normale. Donc bien sûr, là c'est caricatural, le diagnostic était évident. Très souvent c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à vraiment mettre en évidence un mismatch entre la ventilation et la perfusion, ce qui explique pourquoi l'angioscanner est quand même plus sensible, plus spécifique, puisque les signes au scanner sont assez univoques. On peut rater une embolie pulmonaire au scanner, mais lorsqu'on voit une embolie, on est sûr que ça va venir. Et notamment, une des principales contre-indications, ou plutôt non-indications à la scintigraphie pulmonaire, c'est le fait d'avoir un patient qui a une pathologie pulmonaire chronique, une BPCO par exemple, ou une insuffisance respiratoire chronique. Vous comprenez bien que s'il a une pathologie pulmonaire chronique déjà évolutive, la scintigraphie de ventilation sera anormale, et on ne pourra pas du tout dire si la perfusion est anormale parce que la ventilation est anormale, ou si la perfusion est anormale parce qu'il a une embolie pulmonaire. Donc ne demandez pas de scintigraphie pulmonaire chez des patients qui ont des pathologies pulmonaires chroniques, ça ne sert à rien de demander un angioscanner. Alors, les techniques modernes d'imagerie de médecine nucléaire, c'est notamment tout ce qui est PET scan. Donc le PET scan, je vous rappelle, on couple à la fois une imagerie de médecine nucléaire avec l'injection d'un marqueur classique, où on aura une image, donc ça ce sera l'image native de médecine nucléaire, comme ceci. Donc en fait le patient passe dans une machine étrange avec deux anneaux. C'est comme un double scanner, avec un anneau de médecine nucléaire, puis un anneau de scanner. Le patient est bien fixé pour permettre une corrélation complète entre les deux examens, et il va d'abord faire la médecine nucléaire, puis un tour dans le scanner, et les deux sont ensuite couplés. Donc, vous voyez ici l'image de médecine nucléaire, l'image du scanner, qui est là, et enfin, on fait une fusion de ces deux acquisitions, qui donne l'image de PET scan qui est ici, ou ici. Et vous voyez que c'est très intéressant puisque là, typiquement, c'était un nodule pulmonaire qui était pathologique, un début de cancer pulmonaire. Ce qui est très intéressant, c'est que sur l'imagerie de médecine nucléaire pure, on a une fixation du produit, donc ici. Par contre, pour dire où se situe cette fixation, c'est très compliqué parce qu'on peut se dire qu'effectivement, là c'est le cœur, là c'est probablement les poumons, mais c'est quand même très difficile de dire précisément où est la lésion. Ici, c'est assez facile. Et dans d'autres cas, quand on a des ganglions profonds, c'est très dur de dire si c'est un nodule surrénalien, un cancer rénal, etc. Donc on a à la fois l'information donnée par la médecine nucléaire, mais également la résolution du scanner, puisque le scanner, vous avez vu, va montrer très facilement que ça correspond à ça, ce petit point qui est juste ici, et qui correspond donc au cancer pulmonaire. Donc on a à la fois les avantages de la médecine nucléaire, donc tout ce qui est fixation, et les avantages du scanner pour ce qui est localisation. Et donc ça nous donne cette très belle image de PET scan, où on voit la fixation de la médecine nucléaire associée à la localisation très précise du scanner. Donc on voit que le nodule pulmonaire qui est pathologique, c'est celui qui est immédiatement dans la partie postérieure du lobe supérieur. À gauche, bien sûr. Donc, pour le PET scan, le marqueur qu'on injecte, c'est du 18-FDG, glucose. Donc c'est du sucre en fait qu'on injecte. Et ce sucre, il va se fixer sur toutes les cellules qui ont une activité augmentée, c'est-à-dire sur le cerveau. Notamment, regardez ici, le cerveau est complètement rouge. Il fixe complètement le glucose. Donc, attention à ne pas dire qu'il y a des métastases cérébrales par exemple sur un cerveau, c'est normal d'avoir ça sur un PET scan. Et le glucose va surtout se fixer sur tout ce qui est métaboliquement actif, donc sur les cancers, sur les ganglions, sur les pathologies inflammatoires, etc. Donc c'est très intéressant parce que pour faire un bilan par exemple d'un patient qui a un lymphome, au scanner, lorsqu'il a beaucoup de localisation, on peut avoir tendance à en louper, parce que c'est pas toujours facile de voir toutes les localisations. Au PET scan, l'avantage, c'est que d'un seul coup d'œil, on a très vite l'ensemble des localisations pathologiques de l'organisme. Par exemple, l'ensemble des ganglions atteints, ou l'ensemble des sites métastatiques pour le patient. Donc bien évidemment, c'est pas
aussi fabuleux que ça en allait. Il y a des limites, il y a des faux positifs, des faux négatifs. Mais en tout cas, c'est une technique qui est très intéressante et qui a vraiment sa place maintenant dans le bilan des cancers de manière globale pour voir où sont les localisations secondaires. Attention également pour le PET scan, les patients doivent vraiment rester complètement immobiles après l'injection du produit, parce que s'ils bougent, le produit va se fixer sur les muscles et on aura des images parasites sur les différents muscles de l'organisme. Une autre indication de la médecine nucléaire qui est également très intéressante, vous avez vu que le PET scan ne pouvait pas explorer le cerveau, en tout cas pas de manière évidente, puisque le cerveau fixe naturellement le glucose. En revanche, en médecine nucléaire, il y a d'autres techniques, comme le SPECT scan, attention à ne pas confondre avec le PET scan, ça veut dire Single Photon Emission, CT, donc c'est aussi avec du scanner. Donc c'est un type de scintigraphie cérébrale qui joue sur une certaine technique et qui permet de localiser mieux la prise de contraste, enfin la fixation. Donc vous avez injection d'un produit de contraste, pardon, pas d'un produit de contraste, mais d'un produit radioactif, comme d'habitude, comme depuis le début. Par contre, la localisation des anomalies va être beaucoup plus précise, puisqu'elle va se faire dans les 3 plans de l'espace. On va avoir une reconstruction dans les 3 plans de la fixation du marqueur sur les différentes zones du cerveau. Donc notamment ici, vous verrez les zones du cerveau qui fixent beaucoup le marqueur sont les zones en rouge, puisque c'est le cortex cérébral, alors que les zones qui fixent moins le cerveau, qui fixent moins le produit de contraste, qui fixent moins, seront les zones de substance blanche qui, elles, sont moins actives d'un point de vue métabolique pour ce produit. Ce SPECT scan permet notamment de faire des diagnostics de démence, puisque dans les démences, on va avoir des zones entières du cerveau qui seront moins actives d'un point de vue métabolique et qui vont donc fixer moins le produit de contraste, fixer moins le produit de métabolique. Par exemple, sur cet exemple, on a ici une fixation beaucoup moindre de la partie supérieure du cerveau, alors que les parties basales, ici et ici, continuent à fixer bien comme il faut le métabolique. Donc c'était une démence qui était débutante, donc c'est très important, ça permet d'avoir des diagnostics assez fiables de démence, alors qu'en clinique et en imagerie, il n'y a pas encore de diagnostic formé. Donc la diapo suivante. Ce qui est important également, on a fini le chapitre sur la médecine nucléaire, c'est de savoir comment bien rédiger l'ordonnance, puisque vous allez voir dans les services cliniques, c'est vous qui allez la faire de manière régulière. C'est très important de faire une bonne ordonnance pour avoir un résultat de radiologie qui soit optimal. Une ordonnance ne doit pas être uniquement le type d'examen et la région examinée, mais qui doit comporter plusieurs éléments. On va les voir sur la diapo suivante. Donc, les éléments obligatoires devant figurer sur l'ordonnance, c'est légal de toute façon. Donc, si ça n'est pas fait, il peut en théorie y avoir des poursuites légales contre à la fois celui qui a fait l'examen, mais également celui qui l'a prescrit. Donc, les éléments obligatoires devant figurer sur l'ordonnance, c'est le type d'examen bien sûr demandé, la région demandée évidemment, mais c'est surtout le contexte clinique et également le diagnostic évoqué. Donc ça c'est un truc qui est important pour vous et qui de toute façon est toujours utile, savoir évoquer un diagnostic ou des diagnostics, ça permet également de progresser et de voir, de comparer sa clinique à la radiologie. En tout cas c'est très important le contexte clinique, car les examens qui sont pratiqués sont vraiment différents selon le type d'indication et selon les éléments cliniques. Une IRM par exemple aura des séquences tout à fait différentes, une IRM encéphalique aura des séquences tout à fait différentes en fonction d'une hypothèse infectieuse ou ischémique ou tumorale à la pathologie recherchée. Donc c'est très important de bien mettre le contexte et le diagnostic. Les contre-indications, évidemment, ça permet d'éviter de tuer le patient, donc c'est toujours bien. Et enfin, tout ce qui est légal, identification du prescripteur et du patient, date de la prescription et signature. Maintenant qu'on a vu les contre-indications, on va voir un petit peu, selon les différents examens pratiqués, donc
sur les diapos d'après, on va voir quelles sont les indications et les non-indications de certains examens radiologiques. Donc, notamment, dans quel cas faut-il ou faut-il ne plus faire d'ASP? En fait, depuis quelques années, la Haute Autorité de Santé, donc l'HAS, et les autorités de radiologie élaborent de plus en plus des guides de bonne pratique de l'imagerie, et notamment veulent restreindre certains types d'imagerie qui ne servent à rien. Donc, il y a des recommandations qui sont édictées sur le site de l'HAS qui permettent de savoir dans quel cas il faut continuer ou ne pas continuer à faire certains types d'examens. Donc l'un des plus intéressants, c'est celui-ci, quand ne pas faire d'ASP. En pratique, vous savez qu'à l'hôpital, dès qu'un patient a mal au ventre, quasiment, on fait un ASP pour voir ce qu'il a, pour voir s'il n'y a pas une occlusion, etc. Les recommandations actuelles sont de ne quasiment plus jamais faire d'ASP. Il faut savoir que l'ASP, il n'y a plus que quelques indications, qu'on va les voir ensemble. Donc dans la presque totalité des cas, les radiographies d'ASP ne sont plus indiquées. Notamment, ce qui est intéressant, dans les douleurs abdominales, effectivement, l'ASP de toute façon n'était pas très indiqué jusqu'à maintenant. L'échographie abdominale ou le scanner en cas de doute diagnostique est utile. En cas de saignements gastro-intestinaux, d'hématémèse ou de méléna, on est bien d'accord qu'il faut d'abord faire une gastroscopie, puis en cas de rectorragie, une coloscopie, pas d'ASP. Et surtout, ça qui est très important, en cas de syndrome occlusif, qui était quand même l'indication phare de l'ASP, il est conseillé maintenant de ne plus faire d'imagerie. En fait, on considère que soit cliniquement le patient est en occlusion, auquel cas l'ASP n'est pas suffisant, puisque l'ASP peut se tromper dans un sens ou dans l'autre. Il peut dire occlusion alors qu'il n'y en a pas, il peut dire il n'y a pas d'occlusion alors qu'il y en a une. Et surtout, l'ASP n'est pas localisateur. En fait, grossièrement, on opposait ici des niveaux hydroaériques de type grélique, pour une occlusion du grêle, à des niveaux hydroaériques de type colique, plutôt en cadre, plutôt épais, plutôt large, plutôt haut que large, pardon, avec des ostrations, mais ça n'était pas vraiment localisateur. Donc maintenant, si on a une occlusion clinique, il faut faire un scanner, et un scanner injecté. Le scanner permettra de faire le diagnostic positif, donc c'est une distension des anses digestives. Il permettra de faire l'étiologie s'il y a un cancer, ou un volvulus, ou une autre masse. Il permettra de faire le bilan de localisation précis. On saura précisément à quel endroit où est l'occlusion. Et enfin, il permet de voir les complications, un éventuel pneumopéritoine, une perforation, un épanchement abdominal, etc. Et il permettra de voir d'autres choses qu'on n'aurait pas vues, d'éventuelles métastases osseuses d'un cancer, etc., etc. Donc vraiment aujourd'hui, le syndrome occlusif, s'il n'y en a pas, il ne faut pas faire d'examen. S'il y en a un, il faut faire un scanner et plus d'ASP. Donc en pratique, effectivement, aux urgences la nuit, c'est toujours difficile d'avoir un scanner abdominal, mais si l'indication est bien posée, s'il y a une vraie occlusion, en théorie, il faut faire l'examen en urgence. Alors, en ce qui concerne les masses abdominales, l'échographie est réservée en première intention, le scanner en deuxième intention. L'ASP n'a plus d'indication également, c'est un mauvais examen pour voir des masses abdominales. En cas de pathologie vésicale, biliaire et pancréatique, là, sur l'échographie, on a les calculs de tout à l'heure, qu'on voyait bien, avec un cône-nombre postérieur, ce qui signe une colique hépatique en cas de douleur. Sur l'image de scanner, on a un pancréas, avec la graisse autour qui est un petit peu infiltrée, qui est plus grise que le reste, et qui signe une pancréatite. En cas de pathologie vésiculaire, de la vésicule biliaire, c'est l'échographie d'examen de référence. C'est un très bon examen, on voit très bien la vésicule, on voit tout ce qui se passe dedans et autour. En cas de pathologie pancréatique, l'ASP ne sert à rien non plus. Il faut directement passer au scanner, qui est un examen beaucoup plus performant et qui permet de voir beaucoup plus vite où se situent les anomalies. Alors, diapo d'après. Pour tout ce qui est indication urologique et néphrologique, en cas de suspicion de colique néphrétique, avant on disait il faut faire un ASP et une échographie rénale. Maintenant ça s'est balayé également. L'examen en première intention à faire, c'est un scanner sans injection. S'il est normal, il faudrait faire un scanner avec injection. En fait, le scanner sans injection, vous voyez une image en bas à gauche, en bas à droite, qui montre un calcul qui est enclavé dans l'urtère
gauche. Donc le scanner sans injection est très utile puisqu'il fait le diagnostic de 100% des calculs qui sont présents. Après, certains calculs peuvent être évacués, mais tous les calculs présents sont diagnostiqués au scanner. Ce qui n'est pas le cas pour l'ASP et pour l'échographie, puisque vous savez que certains calculs sont radio-transparents, donc ne seront pas vus à l'ASP, et d'autres ne seront pas vus également à l'échographie, qui ne peut pas explorer l'ensemble de leur temps. Donc en cas de colite néphrétique, un seul examen, le scanner sans injection. S'il est négatif, on fera un scanner avec injection, afin de voir notamment d'autres causes qui ne sont pas une colite néphrétique, des tumeurs du tractus rénal, ou des infarctus rénaux, des thromboses veineuses, etc. etc. L'échographie doit être préférée en cas de suivi d'une lithiase, pour suivre un calcul. Le diagnostic sera fait au scanner, et ensuite, si jamais on voit bien le calcul à l'échographie, on suivra le patient à l'échographie pour éviter une irradiation inutile. Dans tous les cas, l'ASP n'a quasiment plus d'indication pour la colite néphrétique, à la fois pour le diagnostic et pour le suivi. Alors, sur la diapositive suivante, on voit les indications en pathologie gynécologique. Là aussi également, ça je pense que c'est plus rentrer dans les esprits, et tout ce qui est pathologie gynécologique, l'ASP ne sert à rien. Il faut faire une échographie gynécologique, qui est très performante également, à la fois par voie suspubienne, mais par voie endovaginale, et qui permet de voir la majorité des images pathologiques. Les quelques rares indications où on a encore un ASP, vous voyez, c'est en cas de perte d'un stérilet, si l'échographie n'est pas visible, et pour tout le reste, on fera échographie, puis IR. Donc en gynécologie, plus d'indications à l'ASP non plus. Pour la partie suivante, en pathologie pédiatrique, également, vous savez qu'en pathologie pédiatrique, il est très important de ne pas irradier les enfants, donc les scanners sont vraiment à garder en dernière intention, en cas d'urgence absolue et en cas d'impossibilité de faire autre chose, et même les clichés standards radiographiques sont à éviter pour ne pas irradier l'enfant. Dans tous les cas, il faut préférer l'échographie ou l'IR. Notamment ici, en cas de suspicion d'appendicite, c'est l'image qu'on voyait tout à l'heure, on pourrait voir sur un ASP une image calcifiée en regard du sécom qui correspondrait à un stercolite appenniculaire. Cependant, l'échographie est une méthode qui est très fiable et dans des mains expérimentées, très utile et très performante pour diagnostiquer l'appendicite. C'est pas très cher, ça prend pas beaucoup de temps et surtout ça évite d'irradier l'enfant et ça permet au chirurgien d'opérer sans difficulté. D'ailleurs, je vous rappelle, encore aujourd'hui, le diagnostic d'appendicite est clinique. Les examens paracliniques doivent être réservés en cas de doute diagnostique ou en cas de suspicion de complications ou en cas de diagnostic différentiel envisagé, uniquement. Par exemple, chez la petite fille, on pourra soupçonner soit une appendicite, soit une torsion d'une annexe, et dans ce cas-là, l'échographie permettra de voir à la fois le diagnostic positif d'appendicite et éliminera la torsion d'annexe en montrant des ovaires à leur place normale. Alors ensuite, les cas exceptionnels pour lesquels la radiographie d'ASP reste utile. Il y en a très peu. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une seule vraie indication, c'est l'ingestion de corps étrangers. Alors là, c'est un mauvais exemple puisque je vous ai mis une radiographie pulmonaire, mais vous voyez très bien un corps étranger qui est enclavé dans l'œsophage, quasiment au regard de la carène. C'est ce qui est rond et hyper dense avec un centre clair. C'est quasiment la seule indication d'ASP aujourd'hui. Le suivi et la recherche de corps étrangers. Les autres indications qui sont encore acceptées, qui sont encore faites, c'est lors d'une maladie de Crohn. On sait qu'on irradie beaucoup les patients qui ont une maladie de Crohn, puisqu'on fait des scanners très souvent, pour chaque poussée quasiment, pour voir s'il y a des complications. Parfois, on peut utiliser l'ASP pour rechercher une cholectasie. La cholectasie, c'est vérifier que le tube digestif n'est pas trop dilaté. Et en fait, on va voir si le sécom fait plus de 12 cm. S'il fait plus de 12 cm, ça veut dire qu'il est pré-perforatif, donc peut-être prêt à être perforé. Et dans ces cas-là, on peut se contenter de l'ASP. Dans tous les autres cas, on fera un scanner également. Les deux autres indications également possibles seront le suivi d'une constipation
chez des patients déments ou en maison de retraite. Et enfin, le suivi également des rectocolites hémorragiques ou des maladies de Crohn qui avaient une colectasie initiale et qu'on suit ensuite. Alors pour la diapo d'après, voilà, cette diapositive, elle vous remontre les cas urologiques dans lesquels l'ASP reste utile. Donc on a vu, suivi de collecte néphrétique, c'est surtout le scanner qui fait le diagnostic, c'est le scanner qui a une place prépondérante maintenant, l'ASP est anecdotique. Pour la pyélonéphrite, on est d'accord que c'est l'échographie qui est indiquée en première intention pour aller chercher une dilatation des cavités pyélocalicielles. L'ASP n'a pas de place. En pratique, vous avez vu une toute petite place si les cavités pyélocalicielles sont dilatées à l'échographie. Et c'est très rare. L'insuffisance rénale, c'est également l'échographie qui permet de faire un bilan du rein, voir s'il y a également une dilatation des cavités pyélocalicielles. L'ASP, pareil, est indiqué si les cavités pyélocalicielles sont dilatées à l'échographie, mais très souvent on ne fait pas d'ASP. Alors, quelles sont les principales non-indications à une radiographie pulmonaire? Ça c'est important puisque la radiographie pulmonaire reste encore très prescrite, elle est très utile, elle apporte beaucoup de renseignements. Contrairement à l'ASP, elle est toujours utile notamment dans tout ce qui est pathologie infectieuse, dans tout ce qui est dépistage de pathologies tumorales, même si le scanner commence de plus en plus à s'imposer. Cependant, il y a des indications pour lesquelles il n'y a pas d'indication à faire de radiographie pulmonaire, notamment des pathologies respiratoires non tumorales, tout ce qui est infection des voies respiratoires hautes, tout ce qui est bronchite, donc voie aérienne haute, c'est tout ce qui est rhinopharyngite, tout ce qui est angine. Tout ce qui est bronchite également, ou bronchiolite de l'enfant, on rappelle que c'est un diagnostic qui est clinique, qui est fondé sur la clinique essentiellement, et qu'en cas d'absence de signes orientant vers un foyer de pneumopathie, donc un foyer audible à l'auscultation, des crépitants, un souffle tubaire, etc., en l'absence de signes orientant vers une pneumopathie, on ne fera pas de radiographie pulmonaire. C'est très important. Ça coûte cher à la sécurité sociale, ça irradie les gens pour rien, et ça ne sert à rien puisque, en l'absence de signes orientants, il n'y a que très rarement des complications visibles sur la radiographie à ces pathologies. En cas de douleur thoracique non spécifique, on est bien d'accord, ECG troponine, la radiographie pulmonaire n'a pas sa place, en tout cas pas d'emblée. En pathologie cardiovasculaire également, en cas d'HTA ou en cas d'insuffisance cardiaque chronique congestive, ce n'est pas du tout la radiographie pulmonaire qui est à favoriser, même si c'est encore marqué dans certains bouquins. Elle ne doit pas servir de bilan de référence, elle est quasiment toujours systématiquement faite, mais justement on ne doit plus la faire. Vraiment le bilan d'une HTA, c'est l'échodoppler qui est recommandé, et pour l'insuffisance cardiaque congestive, c'est l'échodoppler, voire une coronarographie qui sont recommandées, mais plus du tout la radiographie pulmonaire. Donc à bannir des bilans d'HTA, à bannir des bilans d'insuffisance cardiaque chronique. Alors ça c'est intéressant également, dans les cas de bilan préopératoire. Classiquement aujourd'hui, tous les anesthésistes dans les consultations préopératoires demandent une radiographie pulmonaire, afin de voir s'il n'y a pas de pathologie sous-jacente. En pratique, dans ces cas-là, l'apport de la radiographie pulmonaire est assez limité, ça coûte encore une fois cher et c'est irradiant. Donc, chez les patients de moins de 60 ans qui n'ont pas de pathologie chronique, notamment pas de pathologie pulmonaire ou cardiaque, chez ces gens-là, on ne fait pas de radiographie pulmonaire. Point. Pour les patients en réanimation, c'est pareil. Lorsqu'on met un matériel implantable, que ce soit un cathéter ou une sonde urinaire, une sonde gastrique, on a tendance à toujours contrôler. Cependant, il est bien indiqué qu'il ne faut pas suivre de manière régulière et systématique ce genre de matériel qui a été implanté. Donc ça, les réanimateurs souvent le savent bien, donc ils vérifient initialement après pose d'un matériel, mais ensuite ils ne le demandent plus. Dans le contexte d'urgence, ça c'est intéressant également puisque vous allez bientôt, ou en tout cas bientôt faire des gardes aux urgences, donc vous serez directement confronté à des situations comme celle-ci, et votre chef vous demandera de faire des bons, encore une fois, de radiographie pulmonaire, d'ASP, etc. Et je vous rappelle que pour l'ASP, on est d'accord qu'il n'y a plus d'indication, à part la suspicion de corps étranger ou le suivi d'un Crohn en colectasie. C'est très rare. Dans les contextes d'urgence, dans quel cas ne pas faire de radiographie pulmonaire, dans le cas d'un patient sans trouble cardio-pulmonaire aigu, c'est tout bête à dire, mais il y a beaucoup de patients qui viennent aux urgences et qui ont de manière systématique également
une radiographie pulmonaire dans un bilan de débrouillage global. Ça, il faut bannir vraiment. Il faut cibler les indications. En cas de suspicion de perforation œsophagienne, là également la radiographie pulmonaire a peu d'intérêt. Il faut directement d'emblée aller au scanner thoracique afin de voir où est la perforation et afin de guider le geste thérapeutique, qu'il soit chirurgical ou endoscopie. En cas de dissection aiguë de l'artère thoracique, même en cas d'évocation du diagnostic, ça devient une urgence absolue, à la fois diagnostique et thérapeutique. Donc ne pas perdre de temps pour faire de radiographie pulmonaire. Là aussi, régulièrement on disait que la dissection aortique se voyait sur la radiographie pulmonaire avec un boudin aortique un peu plus gros. En pratique, c'est un mauvais signe, et dans ces cas-là, il faut directement faire un scanner ou une échographie, et le mieux c'est une échographie transœsophagienne au bloc opératoire. En cas de rupture d'un anévrisme d'aorte également, il n'y a pas de temps à perdre pour faire une radiographie pulmonaire. Dans ces cas-là, soit le patient est très instable et il faut l'amener le plus vite possible au bloc opératoire, soit on fait un scanner ou une IRM afin de voir précisément où se situe l'anévrisme, quelles sont les complications et comment aider le chirurgien pour permettre une opération dans de bonnes conditions. Alors, une autre des recommandations, c'est quand prescrire une radiographie de crâne. Donc ça, c'est également une recommandation qui est importante, puisque jusqu'à peu, il y avait encore beaucoup de radiographies de crâne qui étaient réalisées, notamment pour les traumatismes crâniens. En pratique, je vous rappelle que dans les traumatismes crâniens, il n'y a absolument aucune indication à faire une radiographie de crâne. L'apport diagnostique est minime, voire nul. On peut voir de très rares fractures, et encore, on n'est pas toujours très bon pour les voir en raison des sutures et d'autres éléments physiologiques. D'autre part, avec une radiographie de crâne, on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de la boîte crânienne, notamment l'encéphale. Dans les cas de traumatisme crânien, on est d'accord, c'est bien la tomodensitométrie cérébrale, sans changer la dissection, à faire en priorité afin de voir un éventuel saignement, un hématome extradural, un hématome sous-dural, des contusions, etc. En cas d'atteinte du système nerveux central, et de manière globale pour tout ce qui est imagerie encéphalique aujourd'hui, c'est vraiment l'IRM qui est l'outil majeur des radiologues. L'IRM, avec toutes les séquences qu'on a vues précédemment, permet de faire des diagnostics très intéressants, très poussés, et en tout cas beaucoup plus poussés qu'une radiographie de crâne. En cas de trouble de la vision, parfois on faisait ça pour dépister un adénome hypophysaire qui pouvait déplacer un petit peu les repères anatomiques des sinus. Actuellement, également, c'est l'IRM qu'il faut recommander. IRM à la fois de l'hypophyse, mais également des voies optiques. Et enfin, en cas de trouble cochléo-vestibulaire, dans ces cas-là, si c'est une origine périphérique, l'ORL seul fera le diagnostic. Si c'est une origine centrale, on fera une IRM qui permettra de voir un éventuel schwannome de l'acoustique ou un éventuel méningiome de l'angle pontocérébé. Donc en tout cas, plus d'indications à la radiographie de crâne. Vraiment, il faut déchirer les bons. Ne validez plus aucun bon de radiographie de crâne. Ensuite, les quelques rares indications résiduelles, c'est un bilan de myélome et une suspicion de maltraitance chez l'enfant. Un maltraitant chez l'enfant, pourquoi? Parce que la radiographie du crâne irradie toujours un peu moins que le scanner. En cas de forte suspicion de maltraitance, cependant, on fera quand même facilement un scanner du corps entier, afin de voir vraiment quelles sont les localisations et quelles sont la gravité de la maltraitance. Le myélome chez l'adulte, ça permet effectivement de faire un bilan facile et rapide de l'ensemble des localisations myélomateuses. Donc on fait classiquement des radiographies de tous les membres, du rachis et du crâne, afin de voir les lacunes à l'emporte-pièce du myélome. Alors, quand on prescrit une radiographie du massif facial, ça c'est également intéressant. Donc, il faut savoir qu'il n'y a plus aucune indication des radiographies de sinus. Jusqu'à peu, dès qu'il y avait une sinusite aiguë, on faisait une radiographie des sinus afin de voir un niveau hydroaérique dans les sinus qui signait le diagnostic de sinusite. En pratique, c'était très facile à faire pour les sinusites maxillaires, où on voit très bien le niveau, parfois pour les frontales, mais beaucoup plus hasardeux pour tout ce qui est sinusite sphénoïdale ou ethmoïdale. En pratique, la technique recommandée est un scanner afin de faire le bilan d'une éventuelle pathologie sous-jacente,
une polypose nasosinusienne, une atrophie ou des variantes anatomiques qui entraînent des sinusites, une atteinte dentaire, etc. Les techniques utilisées sont assez peu irradiantes, ce qui permet de faire des scanners des sinus sans irradier vraiment plus que si on fait des radiographies standards. Pour tout ce qui est toux chronique et rhinite chronique, là également, en cas de toux chronique, on va passer plutôt dans la sphère pulmonaire, donc c'est le scanner pulmonaire qui sera indiqué, avec la radiographie du thorax bien sûr. Et pour tout ce qui est rhinite chronique, là ce sera un bilan ORL, un simple bilan ORL, un bilan allergologique très souvent, mais il n'y a pas d'indication à faire ni de scanner des sinus, ni de radiographie des sinus. Les autres cas où les radiographies de massif facial sont parfois indiquées, mais pas recommandées non plus, c'est la suspicion d'un corps étranger intraoculaire, et en pratique, on fait encore des radiographies des orbites quand on passe un patient à l'IRM, dans certains cas particuliers, un patient qui a été meuleur ou fraiseur, qui a des possibilités d'éclat métallique dans l'œil, on fera une radiographie pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'IRM. Cependant, en cas de corps étranger intraoculaire, la radiographie des orbites est quand même assez mauvaise. Il y a beaucoup de corps étrangers qui sont radiotransparents, notamment tout ce qui est corps étrangers végétaux. Et le scanner va permettre, lui, de faire vraiment le bilan et de voir quasiment l'ensemble des corps étrangers intra-orbitaires, d'être beaucoup plus performant que la radiographie du massif facial. Pour la baisse de l'acuité visuelle, c'est un bilan ophtalmologique à demander en premier. En cas de suspicion d'atteinte rétro-orbitaire, on fera un scanner et une IRM pour voir s'il n'y a pas d'atteinte des voies optiques. En cas de traumatisme du massif facial, auparavant on faisait toutes sortes d'incidences où on mettait la tête dans tous les sens pour essayer de voir où étaient les os fracturés. Aujourd'hui, on fait un scanner, on fait des reconstructions en 3D qui permettent de voir beaucoup plus précisément quels os sont touchés, quelles sont les associations de traumatisme entre eux, et donc on ne fait plus de radiographie également. Et enfin, en cas de traumatisme nasal, ça c'est important également puisqu'on en prescrit beaucoup encore, on ne fait plus de radiographie des os propres du nez, même en cas de suspicion clinique de fracture. En cas d'incertitude diagnostique, c'est-à-dire s'il y a un œdème qui empêche de bien examiner cliniquement le patient, on fera un scanner des os propres du nez afin de voir s'il y a vraiment une fracture. Voilà, les recommandations officielles sont sur le site de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, et vous verrez beaucoup de recommandations sur faire ou ne pas faire tel examen radiologique, sous quel délai, quelle indication, etc. C'est toujours intéressant d'y aller, surtout si vous avez un doute dans votre pratique, si on vous dit de faire un examen et que vous n'êtes pas d'accord, allez toujours voir ça pour dire non, ça se fait plus, ou ça, c'est mieux de faire ça plutôt que ça. Voilà, donc c'est la fin de cette conférence. Donc j'espère qu'on a fait un petit peu le tour à la fois des différentes techniques, échographie, IRM, scanner, radiographie. On a fait également un plan de réponse type pour pouvoir répondre correctement à toutes les questions. Et enfin, on a vu donc les principales indications et non-indications des examens radiographiques de base qui sont là pour vous aider à ne pas avoir de fausses idées dans la tête et qui vont vous permettre de progresser plus facilement en radiologie après.